Nous allons donc aujourd'hui aborder un sujet primordial puisqu'il concerne le monde entier. Je vais donc laisser la parole à Robert. Je vous laisse démarrer la conférence en commençant par vous parler un peu de vous, de votre parcours. Ce serait formidable. Je ne sais pas tout ce que vous souhaitez savoir exactement, mais pour commencer, je dirais que je me considère comme l'un des derniers scientifiques de la Renaissance. Mon champ d'études est très large, de Beethoven à Shakespeare. J'ai étudié dans une école privée du Connecticut, ensuite à Harvard sur la côte Est, où j'ai été accepté très tôt, ce qui m'aurait permis d'obtenir mon diplôme en 3 ans, mais j'ai décliné. Non pas d'intégrer Harvard, mais j'ai refusé d'obtenir un diplôme anticipé, parce que j'avais tellement de cours passionnants, et mes parents payent pour ça, donc. J'ai travaillé pour une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle. Aussi, peut-être ai-je oublié de mentionner la spécialisation de mon diplôme de premier cycle, qui était prépa médecine et informatique. J'ai décrété que je n'aimais pas le sang. Et je confirme, contrairement au reste de ma famille, je ne suis pas devenu médecin. J'aimais les robots, la technologie et les ordinateurs. J'ai donc par la suite travaillé pour une société d'intelligence artificielle qui faisait de la reconnaissance d'images de toutes sortes. J'ai ensuite repris mes études pour obtenir une maîtrise en génie biomécanique, en ingénierie robotique, tous ces types d'ingénierie qui permettent par exemple de mettre au point des cœurs artificiels. Une fois spécialisée, j'ai repris mes études dans différentes écoles de la Ivy League. J'ai obtenu un diplôme en gestion, une maîtrise en administration des affaires. Ensuite, j'ai travaillé dans d'autres domaines. Puis, je suis retournée étudier et obtenir un doctorat en intelligence artificielle, mais dans un domaine très spécifique, l'optimisation par algorithme génétique des réseaux neuronaux artificiels. Cela consistait à recréer des esprits artificiels aliens, des esprits mobiles et pas aliens. Je n'entends pas dire que cela provient d'une autre planète. Nous mettons simplement au point des esprits cybernétiques. On peut citer le docteur Weiner. Il y a environ 100 ans, il me semble, au moment où la CIA avait été créée, qui a mentionné pour la première fois cette expression cybernétique. Un mot qui signifie qu'il n'y a pas de distinction entre l'intelligence biologique et sa représentation symbolique, qui est l'intelligence artificielle. En fait, si vous voulez, vous pouviez, juste à l'aide de puces électroniques insérées dans le cerveau, donner naissance à une conscience. Et j'étais fascinée par ce domaine d'études. J'ai eu l'occasion de voyager un peu partout dans le monde, en acceptant des missions ponctuelles en tant que consultant en gestion pour une 50aine d'entreprises. Quoi qu'il en soit, j'ai été recrutée par la DARPA, le ministère de la Défense, la CIA. Je suis vraiment passionnée par la technologie de pointe et je ne me sentais pas pris en défaut sur le plan moral. J'ai codé les algorithmes pour suivre la flotte soviétique des sous-marins nucléaires. C'était un projet important pour la marine. J'ai travaillé dans le domaine de la chirurgie robotisée pour la médecine de l'armée, sur la reconnaissance vocale, sur la programmation conversationnelle des chatbots que vous utilisez constamment désormais, les armes voix de Dieu utilisées en temps de guerre, durant la guerre du Golfe notamment, la V2K, la technologie V2K utilisée pour projeter un son, qu'il est impossible d'arrêter même en se bouchant les oreilles. Et nous pourrons en dire un peu plus sur son fonctionnement bien particulier. Nous leur avons dit dans leur propre langue, c'est Allah, déposez les armes. Et ça fonctionnait plutôt bien parce que cette technologie
reste inexplicable pour le commun des mortels, qui n'en a jamais fait l'expérience auparavant. Plus tard, j'ai vu au sein même de la société une grande partie de mon travail être utilisée à mauvais escient, sur ma propre population. Je m'en suis rendu compte et je me disais, c'est exactement ce sur quoi j'ai travaillé. Toutes les choses que Greg est en train de subir, ce n'était pas censé être utilisé sur de simples civils. C'était censé être une arme de guerre, utilisée à des fins d'interrogatoire, éventuellement pour fatiguer l'ennemi, dans le but de le démoraliser. Ce qui, on peut le comprendre, revêt un intérêt certain pour le ministère de la Défense, car il s'agirait de guerres non sanglantes, et ça me paraissait fantastique, mais son usage a complètement été détourné. J'ai commencé ma propre enquête, et depuis 22 ans, je milite pour les droits de l'homme. Je suis contre la torture, toutes les formes de torture, mais en particulier ce type de torture. Mais Greg vous parlera de ce qui lui est arrivé et de ce que d'autres personnes continuent à subir dans le monde entier. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Depuis lors, mon objectif est d'instruire les gens, de les informer. Je me suis rendu à la commission du Sénat sur le renseignement. J'ai rencontré 23 sénateurs américains, des fédéraux, le chef du FBI de Los Angeles, et à notre grand désarroi, nos dénonciations qui révélaient tout ce qui se passe n'ont pas été entendues. Personne ne comprenait ou ne pouvait même soupçonner qu'une telle technologie existait bel et bien. Et ce sont pourtant des dirigeants. Nous avons eu une séance à huis clos avec la commission du Sénat sur le renseignement, mais voyez, selon nous, ce n'était que des mouchards. Ils n'avaient jamais entendu parler de MKUltra, qui est l'essence même de la comédie ouverte de nos agences de renseignement. Et nous en avions beaucoup entendu parler dans les années 70, par le biais de ce qu'on nommait les audiences de Frank Church, un sénateur de ma province, l'Idaho, même si beaucoup ne savent pas situer l'Idaho. Ce qui en est ressorti est rendu historique. Le fait que la CIA a effectué tous ces tests de contrôle mental sur des êtres humains au Canada et aux États-Unis, tout un tas d'événements qu'ils ont fini par faire disparaître en broyant des milliers de documents. C'est ce qui m'a poussé à écrire quelques livres, à organiser des événements comme celui-ci pour sensibiliser le monde entier. C'est d'autant plus d'actualité puisque ces phénomènes prennent de l'ampleur. Si vous connaissez du monde, parlez-en autour de vous. Parce que le choc et l'effroi de devenir une cible et de ne pas savoir comment tout ça fonctionne, ni à quoi s'attendre, c'est terrifiant. Et j'ai assuré Greg que je vous épargnerai le discours sur les méthodes utilisées pour que ce ne soit pas trop long. Voilà, c'était mon introduction. Merci. Nous avons donc pu discuter sur différents sujets depuis que Robert est arrivé mercredi, en pleine forme lorsqu'il a franchi les services de la douane et de l'immigration. Nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant, malgré les nombreuses conférences, émissions radio ou commissions auxquelles nous avions tous deux participé pour parler de ce problème. Étant moi-même une personne ciblée par ces attaques aux États-Unis depuis 28 ans, quand pensez-vous que ce contrôle mental a débuté? Nous avions abordé le sujet de l'après-guerre. Que s'est-il passé lors de l'opération Paperclip? Qu'est-ce que Paperclip? Donc, après la Seconde Guerre mondiale, les Russes, les vainqueurs de cette guerre, les États-Unis, en accord avec la Grande-Bretagne et d'autres pays, ont décidé d'épargner les scientifiques allemands, de pardonner leurs crimes de guerre pour ensuite se les départir. Ce qu'on a pu entendre à leur sujet, c'est que tous ces experts de la balistique ont été utilisés par la NASA afin de construire des missiles intercontinentaux. Mais la moitié d'entre eux étaient des spécialistes de l'esprit et de la guerre psychologique. Ils concevaient des méthodes d'ingénierie sociale en vue de mettre le monde entier sous un seul point de contrôle.
Nous ne nous intéressons jamais à toutes ces questions. Mais comme vous pourriez vous en douter, l'ensemble du monde politique à l'échelle mondiale peut être influencé. Je sais que de nombreux scientifiques ont préféré venir ici plutôt que d'assister au procès de Nuremberg et se faire pendre. Le gouvernement américain les a consultés. Dites-nous tout ce que vous savez sur la manipulation mentale. Nous savons que vous avez utilisé des enfants dans les camps de concentration. Les États-Unis ont donc accueilli certains d'entre eux et d'autres scientifiques sont allés en Russie. C'est à partir de cette période que tout a dégénéré. La course au nucléaire avait commencé et c'est ici véritablement l'âme de l'homme qui est en jeu. C'est une guerre cognitive. Oui, voyez, c'est assez drôle. Nous pensons que le plus préoccupant, c'est l'utilisation des armes nucléaires, et c'est indéniable, puisqu'elle permettrait d'anéantir toute notre civilisation. Mais si vous poussez le raisonnement un peu plus loin, vous comprendrez que la question porte tout aussi bien sur le contrôle de l'esprit de ceux qui ont la main sur ces armes nucléaires. C'est ça l'idée. D'autant plus que vous pouvez façonner les modèles culturels pas seulement à l'aide des méthodes de propagande habituelles, la télévision, la radio. La cybernétique, quant à elle, fournit une interface neuronale directe, sans fil. Pendant votre sommeil, on peut programmer vos rêves en formant des associations d'idées qui ne viennent pas de vous. Et c'est un sujet que tout être humain doit considérer. Chaque gouvernement devrait ouvrir le débat, et c'est pour cette raison que j'ai voulu en parler, pour que de plus en plus de gens s'y intéressent avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est peut-être déjà trop tard. Nous savons que ces armes ont été créées pour la guerre en Irak, pour par exemple, lorsque les troupes irakiennes battaient en retraite, vous aviez simplement besoin de parler dans un microphone et les fréquences se propageaient sur des distances de plusieurs kilomètres, 2 ou 3 kilomètres, utilisant la ruse pour tuer les forces irakiennes. C'est la voix d'Allah, posez vos armes. Il y a deux types de technologies. La voix de Dieu est une catégorisation générale des techniques audio. L'une est appelée LRAD, équipement acoustique de longue portée, qui, je le répète, peut fonctionner sur une longue distance. Aucun haut-parleur n'est capable d'une telle performance. Vous voyez, c'est un genre de dispositif acoustique. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'effet des micro-ondes auditives. C'est le Dr. Frey le premier à l'avoir découvert. Il y a aussi le Dr. Lin de l'Université de Chicago qui a travaillé sur ce sujet. On parle ici d'un procédé quelque peu paradoxal. Si on utilise des micro-ondes, qui sont des ondes radio à haute fréquence, pour les faire interagir avec le cerveau, elles le réchauffent légèrement. Puis on peut refroidir cette chaleur à l'aide cette fois-ci d'une gamme de fréquences extrêmement basse. Ainsi, on peut cibler des humains pour qu'ils entendent des sons, de voix, de musique à différents niveaux d'intensité, selon la palette qu'offre l'interface de contrôle. Un type d'arme parmi d'autres classé dans cette catégorie voix de Dieu, c'est rentré dans le langage courant de l'armée comme étant V2K, voix crâne. Mais les informations à ce sujet ont été retirées de leur site web, car des gens s'en plaignent. Et ce n'est qu'un des aspects du problème. Et puis, il y a des armes plus sophistiquées encore. Le dispositif utilisant les empreintes cérébrales, chaque personne dispose d'une empreinte digitale qui lui est propre, et c'est le même principe concernant votre modèle de pensée. On peut modéliser certains éléments comme l'empreinte digitale du cerveau et obtenir un échantillon de votre champ magnétique cérébral, qu'on appelle aussi électroencéphalogramme, EEG. On peut lire les mouvements de votre cerveau à partir de ces émissions électriques et magnétiques. Là encore, les gens ont du mal à s'imaginer qu'on peut désormais se passer d'implants cérébraux, comme ce qui se faisait dans les années 60, initié par un certain Dr. Delgado. Il était professeur de neurologie à l'école de médecine de Yale. Et il faisait des expériences sur des humains en leur insérant des électrodes dans le cerveau. Vous pouviez créer n'importe quel type d'émotion.
faire bouger leur corps d'une certaine manière, des méthodes très brutales, mais c'était autorisé durant la guerre froide. Certaines puces cérébrales étaient équipées d'un récepteur à radiofréquence conçu pour être utilisé à distance. Son expérience la plus célèbre consistait à contrôler un taureau. Je ne sais plus s'il était dans l'arène avec le taureau, s'il était le matador, mais il lui suffisait d'appuyer sur le bouton pour que le taureau en pleine charge s'arrête instantanément. Et apparemment, ça a vraiment fait grande impression auprès de nombreuses personnalités du gouvernement. Comment peut-on contrôler les humains? Peut-on, par exemple, utiliser ces méthodes sur des criminels violents? Un nombre illimité d'opportunités se sont présentées. À Madrid, le professeur Delgado travaille sur des chats. Il a refusé que nous filmions son animalerie, mais a accepté la visite du laboratoire. Le professeur Delgado n'est peut-être pas un professeur comme les autres. En se servant de l'animal, il veut libérer l'homme, à partir de techniques très particulières. La technique que nous avons développée ici dans nos laboratoires, c'est l'implantation des électrodes et aussi des tubes dans les cerveaux des animaux. Les chats, les singes, les électrodes sont très petits points, peut-être 7 points, et aussi 2 très petits tubes sont implantés dans les cerveaux, comme ça. Pourquoi faire? Alors, eh bien, pour l'exploration des cerveaux. Ici, c'est le cerveau d'un singe. Ici sont tous les mystères. L'amour, toutes les passions des hommes sont ici. Pour maîtriser les passions des hommes, l'équipe du professeur Delgado commence par maîtriser les chats. À distance, par radiocommande et sous le contrôle permanent des caméras, les techniciens peuvent provoquer des réactions d'agressivité. Ce jour-là, l'un des chats coiffé d'électrodes va recevoir une série de pulsions électriques. Un dernier réglage de caméra. Attention, le chat va devenir agressif. Avant qu'on les opère pour leur implanter des électrodes, ils doivent admettre un apprentissage. Celui-ci, par exemple, apprend à se servir lui-même sa nourriture, en appuyant sur cette manette. Un technicien analyse ses réflexes avant l'intervention de l'homme. Plus tard, l'animal n'agira que sur commande de l'homme. L'un des singes qui a subi une intervention chirurgicale dans le cerveau est prêt. Le professeur Delgado va brancher les électrodes, puis envoyer des pulsions électriques. Oui, c'est une démonstration de l'effet de stimulation du cerveau. Nous stimulons un point qui est localisé et qui produit la fermeture des yeux. Démonstration, nous stimulons là, stimulation est là, et bon. Professeur Delgado, cet animal souffre en ce moment. Oh, non, non, non. Combien d'axons pouvez-vous provoquer sur ce singe? En plusieurs. Si nous changeons les points, alors faisons la stimulation des points 7 qui est localisé dans une autre région du cerveau. Nous ferons, peut-être j'espère, la contraction de la main droite. Stimulation est on, ta. Alors, ce sont deux différents points de la stimulation du cerveau. Autre expérience, ce singe a faim. L'expérimentateur lui propose une banane. Attention, une pulsion électrique dans le cerveau va brutalement lui couper l'appétit. La pulsion est interrompue, l'animal va manger à nouveau. L'expérience est renouvelée, l'animal devient alors dépendant de l'homme. Pourquoi cette expérience? Pour libérer l'intelligence de l'homme, répond le professeur Delgado. J'espère qu'il est possible d'éduquer les différentes classes de l'homme plus intelligents et spécialement plus libres. C'est les fondamentales applications de notre recherche. Est-ce que vous êtes libre aujourd'hui? Non. Vous êtes conduit par votre passion, par les gouvernements, par l'économie.
par votre famille, par l'université? Alors le professeur Delgado poursuit ses expériences, comme avec ces singes gibbons, dont l'un des deux est capable sur commande d'agresser violemment son partenaire. Mais ces recherches restent secrètes puisque les gens comme nous, dotés d'une conscience morale, ne les auraient jamais approuvées. Ce qui me fait penser à une expérience que nous avions menée pour la DARPA. Nous travaillons sur le projet Soldat 2000 et nous nous sommes rendus. J'étais accompagné d'un groupe de gars de haut rang, bardés de médailles. Nous avions sollicité l'hôpital général du Massachusetts et avions fait une requête pour se procurer des patients atteints de démence et sans famille afin de mener des expériences sur eux. Mais chaque fois que vous distribuez de l'argent ou que vous en obtenez du gouvernement, vous devez fournir une justification. Nous avions donc prétexté qu'ils pourraient s'en aller, se perdre dans la nature, que nous devions être capables de les suivre à la trace. Bien entendu, c'était une couverture. Nous cherchions en fait à mettre en place une interface capable de suivre et de contrôler l'ensemble des signes vitaux de tout le corps. Très utile pour les soldats du futur. C'était en 2000. De toute évidence, nous avons dû progresser quelque peu depuis. Du moins, ils nous l'ont bien démontré. Du trafic d'êtres humains à l'état pur. En matière d'expérimentation, l'histoire des États-Unis est tellement invraisemblable et on ne parle ici que des faits reconnus. On peut citer un certain Dr. Ewen Cameron, chef de la communauté internationale de psychiatrie, qui était financé par la CIA. Il a recruté des femmes au foyer qui souffraient de dépression légère, leur a fait écouter en boucle des cassettes audio, leur a administré des drogues, du LSD, je crois, et les pistes audio déblatéraient du contenu très négatif. Votre famille vous déteste, bla bla bla. Je ne souhaite pas donner plus de détails, c'était vraiment horrible et diabolique. De cette manière, leur personnalité devait être anéantie en quelques semaines. Une femme a intenté un procès et fut indemnisée. Elle a tout de même dû réapprendre à parler et à faire ses besoins. C'est littéralement du lavage de cerveau. La déconstruction des connaissances cognitives et culturelles. Tout ce qui a été appris. Puis vient la deuxième partie du process, l'étape de la programmation, pour façonner de nouvelles personnalités. La CIA sait comment conditionner des personnalités d'assassins qui requièrent un dédoublement de personnalité. Cette méthode est également utilisée à des fins d'interrogatoire pour des cibles de haute importance. Donc, en effet, il y a un vaste historique d'expérimentation. Sur les personnes vulnérables, en général, ces personnes sont décrédibilisées. Nous pourrions vendre plus offrant des enfants trisomiques, les exposer régulièrement à des émissions radioactives, par exemple, pour vérifier à quelle fréquence ils développent des cancers. La liste est longue. Avec la syphilis. Obtenons-nous le consentement des gens pour de telles expériences? Non, aucun consentement, mais c'est aussi... Parle-t-on de sondage public? Non, l'industrie médicale elle-même détient tellement de pouvoir que ses dirigeants peuvent être payés illégalement en toute discrétion. Bien souvent, ils sont payés par la CIA ou d'autres organismes qui collaborent avec eux. Ils prononcent simplement sécurité intérieure, c'est le mot magique. Dans l'affaire des essais cliniques aux radiations, pendant la guerre froide, les gens entraient à l'hôpital pour une simple opération chirurgicale sous anesthésie et se retrouvaient avec des brûlures sur le corps. Ce genre de traitements ont été infligés sans le consentement des patients. Tu t'en rends à l'hôpital pour une opération ordinaire et tu en ressors avec des brûlures sur tout le corps. Il y a eu une enquête de 18 mois à ce sujet et il y a une vidéo exceptionnelle sur YouTube où on peut entendre le discours du président Clinton en octobre 1995. Pour résumer, il déclare au nom du gouvernement américain: nous devons nous excuser pour tout ce que nous avons fait aux gens. Donc quand tu fouilles les archives historiques, c'est accablant. Injection de plutonium, syphilis, LSD,
Ils ont injecté des drogues aux femmes noires pour les rendre stériles. Ils ont décidé que si vous étiez pauvre ou sans abri, ils pouvaient vous utiliser comme cobaye et vous injecter n'importe quoi. Il y a tellement d'exemples. La Grande-Bretagne s'y est adonnée, puisque l'homosexualité était illégale à l'égard du héros qui avait déchiffré le code d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale, le code Enigma. Oui, c'est ça. N'y a-t-il pas un code d'éthique pour encadrer toutes ces mesures? Eh bien, je vais vous expliquer en parlant de mon cas personnel. J'ai vécu aux États-Unis, emménagé là-bas en 1983. À l'époque, je ne connaissais rien de tout ça. Je suis devenue une victime ciblée, plus communément appelée individu ciblé, depuis au moins 30 ans. Je pense faire partie des victimes qui, à un moment ou à un autre, lors d'une opération, ont été pucées ou implantées. J'entends littéralement des voix dans ma tête 20 heures par jour. Je dors en moyenne 4 heures par nuit avant d'être réveillée par des voix que je perçois très clairement. Je sais faire la distinction entre mes propres pensées et celles, comme l'avait évoqué Robert, les pensées artificielles. Exactement. On intègre dans mon esprit des cauchemars et des rêves informatisés. Ces radiations me brûlent depuis le sommet du crâne et peuvent traverser le reste du corps. Que je sois dans un avion ou sur un bateau, n'importe où dans le monde. Je suis allée 4 fois au Cap Nord et en Antarctique et je perds complètement pied lorsque ces gens décident de m'attaquer. Je peux littéralement ressentir un clic, comme tu l'avais expliqué, de part et d'autre de mon crâne. Les voix s'y introduisent, ma tête commence à enfler, et à l'heure actuelle, c'est une technologie dont personne n'a envie d'entendre parler. Si vous vous adressez à un médecin et que vous lui dites simplement « j'entends des voix », il soutiendra « eh bien, vous savez, vous êtes schizophrène ». La schizophrénie sera forcément évoquée. Pourtant, cette maladie touche les personnes qui ont la vingtaine, qui parfois présentent un trouble de la personnalité multiple. Ils ne peuvent pas mener une vie normale. Cela n'arrive pas aux personnes qui dépassent la trentaine, la quarantaine, 50 ou soixantaine. C'est désormais mon lot quotidien, comme pour des centaines de milliers d'autres personnes. Je suis membre du conseil d'administration d'une association appelée ICATOR, ICATOR, basée en Belgique, qui signifie Coalition internationale contre la torture et la robotisation des êtres vivants. Et nous nous battons avec acharnement pour tenter de faire connaître ce crime de guerre devant le Parlement de Bruxelles. Il y a tellement de gens qui nous contactent, des personnes de l'après-guerre, qui subissent la torture tous les jours. Il n'y a pas un moment où je marche dans la rue tranquillement, parce que la transmission peut aussi se faire par les yeux. Je peux regarder un programme télévisé, Jeopardy par exemple, j'adore cette émission, ou lors d'un voyage, une partie de trivia, et je ne peux pas y jouer parce qu'on me donne les réponses. Si les questions de Jeopardy ont un rapport avec le sport, dont je ne connais rien, à l'exception du foot australien ou de la natation, je ne suis pas le football américain. Mais on me donne la réponse très distinctement. Comme je vous disais, je peux faire la distinction entre mes propres pensées et celles qu'on me transmet. Et lorsque vous êtes épuisé, l'un des procédés consiste à vous suggérer la fin de vos propres phrases avant même que vous les prononciez. Au quotidien, je ne réponds jamais aux remarques qui me sont imposées pratiquement en continu. Je ne prends pas la peine de répondre, car on m'imposerait littéralement, en plus des voix, l'image en simultané. Ça vous laisse entrevoir à quel point ces moyens se révéleraient utiles pour manipuler les politiciens ou les présentateurs de journaux télévisés, que ce soit pour leur insérer des mots dans leur discours ou pour les faire bafouiller. Tout dépend de ce que vous voulez obtenir et de qui vous voulez manipuler. Ou s'immiscer dans une réunion pour retransmettre tout ce que vous voyez et entendez vers certains, l'utiliser dans le cadre d'espionnage, sans que vous ne portiez nécessairement de métal sur vous, simplement à l'aide de données de biosignature qui peuvent être décryptées. C'est l'arme ultime. Je peux littéralement sentir les pulsations des voix lorsqu'elles entrent en contact avec mon crâne. Je peux véritablement les ressentir. Un médecin vous renverra donc chez un neurologue et vous irez parce que tout ça n'est pas très bien connu ou que l'information est protégée. Le neurologue et le radiologue examineront le dossier très sommairement. Ils ne rechercheront pas particulièrement d'implants, qui peuvent d'ailleurs être tellement minuscules et pas nécessairement conçus en métal.
Ni les IRM, les tomodensitogrammes, ni les rayons X ne peuvent les détecter. Sans parler de ce qu'on appelle la calcification, lorsque la matière osseuse du crâne se développe autour. J'ai récemment parlé à un neurologue qui m'a répondu à ce propos. Oui, si nous ne recherchons pas de tumeur, nous n'allons pas regarder dans ces zones-là. Ils appellent ça des CE pour corps étrangers. L'industrie médicale, malheureusement, n'est pas forcément dans la confidence concernant ces opérations militaires, pour la simple et bonne raison qu'ils doivent prêter serment. D'abord, ne pas nuire. Mais nous avons quand même découvert que pendant l'opération Tempête du désert de la guerre du Golfe, nous avons torturé des gens tout en soutenant, selon Clinton, il me semble que c'était Clinton, que le grand public ne pouvait pas être informé de ce que nous faisions parce qu'il aurait été scandalisé de découvrir comment sont utilisés ces impôts. Et nous aurions risqué de perdre les subventions. Mais il existe d'autres moyens que l'insertion de puces. Je ne vais pas m'y attarder, mais j'aurais pu vous citer environ 26 autres méthodes. Et toutes sont en train d'être testées. C'est pourquoi elles ont besoin d'autant de cobayes humains, afin de réaliser ces études, disons-le ainsi. Certaines méthodes, par exemple, utilisent des nanoprotéines magnétiques. Comment sont-elles inoculées? On peut avoir recours à un large éventail de procédés. Mais quoi qu'il en soit, elles se fixent durablement sur les cellules nerveuses et cérébrales. Par conséquent, le champ magnétique est relié, biosynchronisé à votre empreinte cérébrale, et n'affectera que vous, pas la personne à côté de vous. En un sens, vous devenez semblable à un téléphone portable. C'est un exemple parmi d'autres. Je ne vais pas tous les énumérer. Nous allons donc peut-être, avez-vous déjà entendu parler, du syndrome de la Havane aux États-Unis. Certains diplomates ont été ciblés. Nous pourrions peut-être en parler. Et je tenais à m'excuser. Je voulais vous signaler qu'après notre intervention, nous allons pouvoir consacrer 20 minutes à vos questions. J'ai oublié de le dire au début de la conférence. Donc reprenons. Oui. Le syndrome de la Havane est quelque chose de tout à fait inédit, possiblement bien intégré au calendrier des services de renseignement. Car ça me semble être échafaudé. Pourquoi la CIA intégrait-elle son propre personnel dans une ambassade en Chine ou même ici, à Sydney? Un agent du FBI a récemment intenté un procès en Floride contre le gouvernement américain. Il doit savoir certaines choses et tente d'interrompre la manœuvre. Mais dans l'actualité, les médias internationaux nous racontaient au tout début « Oh, des criquets ont certainement causé ces lésions cérébrales ». À présent, on parle du syndrome de la Havane, et pour le diagnostiquer, les médecins doivent recenser tout un ensemble de symptômes très spécifiques, tels que des lésions de l'appareil auditif, des dommages au cerveau, et j'en passe. Pour causer tout ça, on peut utiliser des armes acoustiques, des armes à micro-ondes, qu'on appelle aussi armes à énergie dirigée, dont l'acronyme AED qu'on entend le plus souvent. Mais ça, c'est encore autre chose. Et le gouvernement américain, du moins ses meilleurs agents, nie leurs déclarations. Mais pourquoi mentiraient-ils? Ça n'a pas de sens. Dès que vous admettez avoir une maladie quelconque, un problème au cerveau, votre carrière est terminée. Donc, je ne devrais probablement pas le dire devant la caméra, mais je pense qu'il s'agit d'une opération sous fausse bannière. Comme pour l'opération de Northwoods. Une opération top secrète qui a été divulguée. Elle consistait à attaquer des citoyens américains et des bases militaires sur leur propre territoire pour ensuite accuser Cuba, ce qui rendait légitime la contre-attaque, une raison pour l'envahir. Et ce nom syndrome de la Havane, c'est comme s'ils continuaient de jouer leur petit jeu, pour tenter d'accuser la Russie ou n'importe qui d'autre. Donc je reste très sceptique. Le syndrome de la Havane, ce n'est qu'un petit aperçu d'un ensemble beaucoup plus vaste.
de centaines d'autres expérimentations toujours en cours. Je peux estimer le nombre d'anglophones conscients de leur propre ciblage, qui le déclarent sur Internet, au minimum 10 000 aux États-Unis. Mais il est clair que ce projet est beaucoup plus vaste. Il faut de surcroît étendre cette échelle sur le plan mondial. Comme nous l'évoquions déjà en parlant de l'association ICATOR, nous avons pu estimer que sur l'échelle mondiale, près d'1 million de personnes ont été cérébralement cartographiées ou implantées et subissent cette torture absolue. Juste en Chine, nous savons que 400 000 personnes qui ont été implantées ou cartographiées ressentent ce que j'appelle la V2K, le fait de se voir imposer des voix très distinctement. Ils ont manifesté devant le tribunal de Beijing en criant « Voilà ce qui se passe, voilà ce que vous faites à vos propres citoyens. » Oui, nous sommes complètement submergés par les messages des gens qui nous contactent, et Robert aussi. Vous savez, du fait du travail réalisé à travers les médias, je ne compte même plus le nombre de personnes qui nous contactent. Et je pense que vous entendez des histoires similaires sur les effets de ces tortures sur le cycle du sommeil. Oui, je devrais vous préciser que je suis très pointilleux sur la façon dont je fais mes recherches. Les personnes que j'identifie comme étant des TI, des individus ciblés, je dois m'assurer qu'ils entendent des voix, savoir ce que les voix disent, car la CIA utilise des scripts, et certains noms destinés à affoler, semer la peur et la confusion. C'est la base de la déconstruction mentale d'un sujet avant de pouvoir la reprogrammer. Et arrivent ensuite les effets. Vous entendez d'ailleurs des récits qui se rapprochent par des gens qui subissent les mêmes choses que vous. Ce sont des classifications. Et s'ils suivent les scripts, je les intègre dans mes données. Je suis très soucieux de la confidentialité. Je n'associerai pas le nom d'une personne à son entretien, par exemple. J'ai interrogé environ 2500 personnes, afin d'obtenir un bon échantillon de tout ce qui se passe, de dégager les points de convergence. Et j'ai fini par arrêter d'en faire parce que tout est devenu plus qu'évident. Nous estimons que 60% des victimes sont des femmes et 40% des hommes. Et c'est intéressant. Oui, je ne vais pas dire le contraire. Ce sont les chiffres que l'on retrouve en effet. Généralement, lorsque vous conditionnez des assassins, des espions ou des bombes humaines, et vous savez qu'aux États-Unis on décompte un grand nombre de fusillades, la plupart des tireurs entendaient des voix. C'est selon moi une technique d'ingénierie sociale pour supprimer le droit du port d'armes. Vous pouvez faire croire à quelqu'un qu'il entend une voix bien définie grâce au voice morphing. J'ai travaillé là-dessus. Un échantillon de voix suffit, un seul petit extrait téléphonique de n'importe qui. La NSA collecte tous les échantillons de voix et peut également utiliser celles de vos proches décédés. Ils archivent tout. Cela me rappelle le cas de Nancy Reagan, qui était en contact avec des membres de sa famille décédés. On peut supposer qu'il s'agit d'une autre forme de manipulation des dirigeants. Ce qui revient à penser qu'à terme, cette technologie détruira toute forme de démocratie et de religion. Car il n'y a plus de libre arbitre. Comment peut-on résister à cela? Même constat en matière pénale, si l'on ne sait pas qui manipule telle personne, qu'elle devienne violente ou poussée au crime. Il n'y a pas de justice parce que vous ne pouvez pas... Eh bien, vous vous référez au corps physique du mis en cause, pas à son autonomie ni à son libre arbitre, alors... C'est intéressant de noter qu'il y avait un type du nom de Ewan Cameron, et certains de mes proches reconnaissent le lien que j'avais avec James Cameron. Pourtant, nous n'avons aucun lien de parenté. J'ai vécu avec James Cameron, le directeur scientifique des films Avatar et Terminator. Et à l'époque où je vivais avec lui, nous avons séjourné environ 4 mois à Malibu.
Nous sommes allés promouvoir Avatar à Seattle, dans l'État de Washington, et nous avons fait une excursion dans une entreprise appelée iLabs. Beaucoup de recherches sur le cerveau sont menées là-bas, et nous avons assisté à la transmission des pensées d'un enfant sur un écran. On donnait à l'enfant des noms d'animaux, et l'enfant les projetait sur un écran. On peut donc y voir des aspects très positifs. Non pas que j'ai aimé assister à une démonstration dans laquelle on utilise un enfant, mais certains aspects de ces recherches sont très bénéfiques, car elles peuvent servir à des personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui, en ayant seulement quelques fils très fins branchés à leur cerveau, peuvent regarder un écran et littéralement rédiger à l'aide de leurs pensées. Ils peuvent maintenant écrire et envoyer un email. Et malheureusement, dans cette histoire, je suis devenu un vulgaire cobaye à plein temps. Oui, et c'est vous l'instrument de cette guerre. À moins que les citoyens scientifiques tentent de se rattraper. Beaucoup de gens n'apprécient pas Elon Musk et sa société Neuralink. Mais c'est impératif de sensibiliser les gens. Aucune réglementation ne sera jamais mise en place si les citoyens ne prennent pas les choses en main et démontrent ce dont ils sont capables. On peut connecter les cerveaux de singes à ceux des humains désormais. À la Duke University, ils expérimentent sur un sujet qui pourrait être le thème de mon futur livre. J'y travaille actuellement. Il s'intitule Les esprits émergents, topologie des réseaux du cerveau. Ce que j'expliquerai, entre autres, c'est qu'il est possible de connecter le cerveau de 3 personnes ensemble. Ce principe a déjà été testé sur des singes à la Duke University. Le résultat est qu'ils deviennent hyper intelligents, non pas comme 3 personnes qui parleraient. Ils se fondent en un seul esprit super intelligent pouvant résoudre des problèmes, des labyrinthes, des choses qu'un singe seul ne serait pas capable de faire. C'est très intéressant. Imaginez une stratégie de guerre ou toute autre approche qui pourrait résoudre les problèmes du monde. Ce serait plutôt utile. Mais qui se portera volontaire? C'est le problème. Utiliser les capacités cérébrales d'autres personnes. J'écris à ce sujet afin d'instruire les gens et de leur faire entrevoir les potentielles perspectives d'avenir que cette technologie pourrait nous réserver. Un jour, nous abandonnerons nos téléphones portables pour une puce cérébrale et nous communiquerons par télépathie. C'est véritablement ce que le futur nous réserve et à première vue, les gens diront « Non, jamais je ne ferai ça ». Pourtant, je parie qu'ils feront la queue. Si c'est la seule façon qu'ils aient de pouvoir rester dans la course professionnellement parlant, acquérir une nouvelle langue, augmenter leur quotient intellectuel. Vous savez, les gens jurent qu'ils n'auront jamais d'implant. Mais si en contrepartie ils n'ont plus accès à leur portefeuille ou à leurs dossiers médicaux, que tout est archivé sous un plan, les gens vont le faire. Et il faut préciser que la technologie s'adapte à une variété de langues. Nous avons un très bon ami, le Dr. Len Bear, qui vit aux États-Unis, juste à la périphérie de Chicago, qui fait également partie de groupes d'experts, et qui a été diagnostiqué comme étant ciblé. Les voix qui viennent dans sa tête sont toutes en russe. Et les remarques désobligeantes sont modulées d'après les voix des membres de sa famille. Ce qui est une très bonne chose, c'est que son cas a été reconnu par le gouvernement américain. Nous parlions plutôt des acronymes à détailler. L'un d'eux, Tammy, il y a aussi Mind et Satan. D'accord. Tous désignent des technologies évoluées de contrôle mental. Mais j'y reviendrai juste après. Il y en a une qui s'appelle COHID et qui signifie contrôle hypnotique inter- ou intracérébral à distance. Une technologie utilisée depuis longtemps par la CIA pour contrôler à distance les pensées, les comportements et les humeurs. Sachant que la partie cérébrale est la commande prédominante à l'origine de notre identité, de notre ego et de notre capacité cognitive. Cela impacte le reste du cerveau. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Ensuite, nous avons un sous-système que nous avons développé. MIND, l'acronyme signifie duplicateur neuronaux magnétiquement intégré, et qui en fait nous permet de dupliquer des neurones virtuels.
pour les intégrer dans l'esprit d'une personne, de même qu'il est possible de cloner cette personnalité pour l'intégrer dans un superordinateur. Ça devient vraiment de la science-fiction, mais ça ne l'est pas. Même si le résultat du clonage ne pourra jamais être fidèle à 100%, on en est très loin encore. Mais beaucoup de gens riches investissent dans cette technologie, car ils ont beaucoup trop d'argent pour vouloir mourir. Ils sont dans la quête de l'immortalité. Mais ils n'y parviendront pas parce que l'esprit humain est impossible à dupliquer avec une précision de 100%. Dieu merci. Oui. Oui, notre âme est unique et propre à chacun. Vous savez, je supporte cette torture au quotidien. Pas seulement à l'aide de mes proches, famille, amis, qui m'aident à rechercher ces informations, mais grâce au travail que je fournis. Et je vous confirme que c'est une torture absolue. Parvenir à aider autant de personnes que possible, c'est pour moi une récompense qui m'aide à tenir. Tout ça m'a empêché de réaliser les missions que je m'étais fixées, mais je les concrétise dorénavant étant à la retraite. 2 mots rapidement pour vous confier mon état d'esprit. Je ne souhaite pas prêter attention à ces criminels. Mon lien spirituel est très puissant. Chaque jour, je contemple les paysages et je me dis Dieu merci, je suis né en Australie. J'ai une famille adorable. J'ai des amis formidables qui ont fait des recherches et qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Et je me demande quel genre de personne peut continuer à faire subir ça à son prochain. Les tortures sont écrasantes, je veux dire vraiment. Qui sont ces psychopathes qui appuient sur le bouton? Il y a tellement de méchanceté dans le monde, vous savez. Et quand ils me parlent, c'est du genre, je ne crois pas. Ils sont constamment désobligeants et vulgaires. Je ne crois pas en Dieu, il me reste peu de temps à vivre. Vous, les individus ciblés, on n'en a rien à foutre. Ça baigne pour nous. Et vous vous dites, ok, donc vous êtes assis chez vous, peut-être payé par quelqu'un pour faire subir ça aux gens continuellement, pour rediriger les satellites quelque part. C'est... Oui, je sais. Je ne vais pas rentrer dans... Oui. On peut se rendre compte que le monde est rempli de méchanceté. Non seulement nous sommes entourés de dictatures, mais tout autant de personnes qui les sponsorisent. Alors je continuerai à me battre. La raison pour laquelle nous en parlons, tant que ça rapporte de l'argent, oui, ça rapporte beaucoup, mais Oppenheimer, père de la bombe atomique, était-il foncièrement méchant? Avait-il sauvé des vies? Vous savez, il y a dans la moralité une sorte de zone grise. Beaucoup de gens qui ne perçoivent pas la vue d'ensemble se font piéger. Pour ma part, je me suis fait piéger en partie par les serments que j'ai faits auprès des renseignements et des laboratoires à commande robotisée. Mais c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui de vous en parler. Vous m'aviez demandé au sujet des 2 autres acronymes. Oui, TAMI et Satan. TAMI, une interface mentale d'amplification de la pensée qui sert à sonder la mémoire de quelqu'un et par exemple remonter jusqu'aux souvenirs d'enfance. Vous pouvez lui rappeler des souvenirs difficiles. Disons qu'il y a des terroristes. Vous pouvez les obliger à révéler leur réseau ou même les personnes qu'ils ont rencontrées, ce genre de choses. Et enfin, Satan, l'application la plus abjecte. Vous savez, la CIA est bien connue pour assassiner les personnalités et les dirigeants qui la dérangent. Cela signifie assassinat silencieux via réseau adaptatif. Réseau ici peut tout aussi bien faire référence aux réseaux neuronaux, les neurones du cerveau qui peuvent être court-circuités, ou bien faire référence aux liens sociaux qui peuvent être manipulés méthodologiquement dans le but d'isoler la victime, de lui faire croire que toute sa famille et ses amis sont contre elle. C'est pourquoi l'hypnose à distance, est un traitement qui fonctionne mieux si la personne est isolée, mieux que si elle est bien entourée et peut être soutenue. Comme vous pouvez l'imaginer, nous faisons tous partie d'un réseau, d'une façon ou d'une autre, et ils peuvent être utilisés pour s'infiltrer dans notre entourage, usurper votre identité sur Facebook ou quelque chose dans ce genre. Tous les moyens sont bons pour démolir la cible.
Et personne ne pourra s'imaginer que les gouvernements en ont après vous. Qui êtes-vous? Pour quelles raisons feraient-ils tout ça? Voilà les questions habituelles. Ils le font parce qu'ils mènent des études, qu'ils veulent à la fois obtenir des données et éventuellement vous utiliser. C'est d'ailleurs parce que vous n'êtes personne qu'ils peuvent se le permettre. Dans n'importe quelle étude, ils ont besoin d'un échantillon de toutes les langues, toutes les cultures, tous les profils pour s'assurer que l'arme fonctionne. Ou vous savez aussi certaines catégories de personnes qu'ils vont cibler. J'ai découvert que beaucoup d'hommes gays sont utilisés dans le cadre de ces expérimentations. Ma rencontre avec James Cameron a été bouleversante. C'est l'une des personnes les plus arrogantes qu'il m'ait été donné de rencontrer et avec laquelle j'ai pu partager un quotidien. Mais j'ai tout de même beaucoup appris de cette relation. Sans oublier l'opportunité que j'ai eue à iLabs de me rendre compte de ce qui s'y passait, d'assister à toutes ces expériences. Si je n'avais pas eu ça, beaucoup n'auraient pas la chance de recevoir un soutien et c'est tout simplement atroce. Tant de gens qui sont torturés et certains d'entre eux finissent par se suicider. La raison pour laquelle nous faisons ce travail aujourd'hui, Robert en tant que professeur et moi-même, une victime parmi tant d'autres qui parlons de ce sujet, et nous continuerons à le faire aussi longtemps qu'il le faudra, pour sensibiliser le monde vis-à-vis de cette situation. Tout être humain digne de ce nom ne peut pas rester assis à rien faire, à regarder les autres se faire massacrer. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, vous partagez l'information, c'est parce que nous espérons que vous puissiez la diffuser à votre tour auprès d'autres personnes. Nous vous sollicitons pour ça. Et puis, à force, cela créera un point de pression à l'égard des politiciens qui ne pourront plus minimiser les faits, faire en sorte que les journaux, les médias ne puissent plus cacher tout ce qui se passe en matière de contre-espionnage. Je n'ai plus regardé la télévision depuis au moins 7 ans, car je vois clair dans leur jeu. Je n'aime pas la propagande, la façon dont ils s'adressent au grand public.